Et oui, jardiner est un acte militant. Un acte militant parce que ça reconnecte à la nature et ça permet de prendre conscience et de mesurer l'importance de la nature. C'est un acte militant aussi parce que je fais énormément de transmission. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une passionnée, puisque j'ai la chance de recevoir à mon micro Valérie Simba. Valérie est passionnée de jardinage et dans cet épisode, elle nous partage tous ses conseils pour que vous aussi, vous puissiez vous lancer dans l'aventure. Je peux vous garantir qu'après avoir écouté cet épisode, vous n'aurez qu'une envie, mettre les mains dans la terre. Vous l'aurez compris, Valérie est une grande passionnée qui aime transmettre. Le jardinage joue un rôle clé dans l'équilibre de vie de Valérie. Elle nous en parle un petit peu plus en détail dans cet épisode. Je vous laisse en compagnie d'une passionnée. Bonne écoute à vous. Salut Valérie. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Et toi ? Très bien, je suis très contente d'être avec toi à Paris, dans ce hall d'hôtel un peu plus bruyant que nos épisodes habituels, mais ça nous permettait de nous retrouver aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler jardinage, on va parler de jardinage en ville, notamment de balcon, puisque tu es la papesse du milieu, que tu as le balcon probablement le plus célèbre de tout Paris. Je vais te laisser te présenter un petit peu et après on attaque le sujet. D'accord. Donc, bien, je suis Valérie et je suis une passionnée de jardinage. Je jardine depuis presque 20 ans, je pense. Ça s'est fait progressivement, hein. C'est pas arrivé d'un coup, mais c'est vraiment quelque chose qui a avancé au fil des années. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'étais passionnée en fait. Est-ce que tu te souviens de la première graine que tu as plantée ou de la première fois que tu as vraiment jardiné ? Est-ce que c'était une habitude familiale avec tes parents ? Tu as toujours bercé dans cette culture ou pas tellement ? Alors non, pas du tout. En fait, moi, c'est vraiment pas une culture familiale. J'ai des parents qui ne jardinaient pas. Qui ne parlaient même pas jardinage. Et je crois que même au départ, parmi mes sœurs, aucune ne jardinait. Donc voilà, en tout cas, c'est pas un héritage familial. C'est quelque chose que j'ai développé parce que ça me plaisait tout simplement. Un peu par hasard finalement ? Oui, je crois un peu par hasard parce que même à l'école, par exemple, j'ai jamais été en classe verte. Et à l'école, je pratiquais pas le jardinage. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé parce que j'ai eu une appétence pour le jardinage et ça s'est fait progressivement. Et tu as cultivé une plante, puis une autre, Exactement. puis une autre. Exactement. En fait, j'ai commencé par des plantes d'intérieur parce que j'aimais beaucoup les plantes d'intérieur. Donc j'ai commencé par ça. Et puis progressivement, je me suis mise à cultiver des géraniums, donc des plantes, on va dire, d'extérieur, des géraniums, et puis quelques plantes aromatiques. Tout ça sur un rebord de fenêtre. Et aujourd'hui, tu as donc un balcon qui n'est pas très grand, qui fait quelques mètres carrés, mais sur lequel tu as de nombreuses cultures. Tu récoltes tes tomates. La dernière fois, je ne sais plus ce que tu partageais, tu as encore récolté plein de choses, plein de légumes et tout. Et voilà, et tu as réussi à vraiment créer ton petit écosystème dans cet univers parisien qui laisse pas beaucoup de place à la nature. Comment ça se passe ? Quel est ton quotidien, toi, de jardinière ? Alors, tu as une activité professionnelle en parallèle, tu n'es pas jardinière à temps plein, mais quelle part est-ce que ça occupe dans ta vie aujourd'hui et comment ça se passe ? Est-ce que tu peux raconter un peu aux auditeurs et aux auditrices ? Alors oui, alors en fait ça occupe une grande part, hein, je dirais quasiment toute la place. C'est-à-dire que si je sors du travail, déjà avant d'aller travailler le matin, je jardine.
simplement parce que je vais aller faire un tour sur mon balcon, je vais observer mes plantes, je vais arroser, je cultive aussi un rebord de fenêtre, donc idem. Tous les matins, en tout cas, quand j'ai vraiment le temps, je passe au moins 1 heure à observer, arroser, voilà, faire différentes tâches. Quand j'ai pas trop le temps, donc ça va aller beaucoup plus vite. Donc je commence par ça le matin, je vais travailler et quand je rentre, de toute façon, je repasse au jardin. D'accord, Voilà. donc Donc 2 fois par jour finalement. voilà, 2 fois par jour, le matin et le soir. En fait, c'est la première chose que je fais quand je rentre à la maison, c'est aller voir, déjà ouvrir pour accéder sur mon balcon et voir mes cultures, comment ça se passe, est-ce que tout va bien. Voilà, donc j'y passe énormément de temps. Comme beaucoup de jardiniers et jardinières passionnés. Oui. Mais c'est vrai que toi, la particularité, c'est que tu as su aménager cet espace, aussi petit soit-il. Alors, il n'est pas minuscule, ton balcon, il fait combien Il déjà fait 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. Mais ça reste un petit espace et tu as su l'aménager. Est-ce que là encore, ça s'est fait au fur et à mesure ou est-ce que tu avais vraiment une vision du balcon de tes rêves avec des cultures partout comme c'est le cas aujourd'hui, des plantes qui grimpent, d'autres qui tombent? Alors non, en fait tout s'est fait par progressivement. En fait j'avance souvent par petites touches et ça s'est fait vraiment progressivement. Au départ quand j'ai eu cet appartement, bon bien évidemment je l'avais choisi aussi parce qu'il y avait cette luminosité, il y avait l'accès vers l'extérieur avec le balcon. Même si voilà, c'était un balcon avec des contraintes, parce que moi il fait 60 cm de large mon balcon. Donc c'est vraiment restreint. En fait, la première chose que je me suis dite, c'était tout simplement que j'allais m'adapter au balcon. De toute façon, je n'avais pas le choix. Je n'allais pas pouvoir modifier le balcon. A priori, non. Voilà, non. Donc, je me suis dit, je vais m'adapter. Et dans l'espace que j'ai, je vais essayer de faire un potager. Et mon rêve, c'était de faire un potager luxuriant. Mais voilà, ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait au fil des années. En fait, je voulais joindre l'utile à l'agréable et tant qu'à faire, cultiver des plantes comestibles, mais qui peuvent aussi avoir une vocation ornementale. Donc voilà, j'étais vraiment focalisée sur cet aspect-là. Et du coup, je me suis lancée, tout de suite commencé à mettre en culture le balcon. Donc j'ai commencé avec quelques bacs. Le balcon du départ, il y a quelques années, n'a rien à voir avec le balcon d'aujourd'hui. Et c'est au fur et à mesure des années, déjà moi j'ai expérimenté un certain nombre de cultures, j'ai pu voir ce qui marchait bien, ce qui marchait moins par rapport aux contraintes que j'ai. Et puis petit à petit, j'ai rajouté des pots ou des bacs complémentaires. Et j'ai pris aussi de la hauteur, on va dire. Parce qu'après, par la suite, j'ai voulu vraiment optimiser au maximum mes cultures et cultiver sur plusieurs dimensions. Donc quand on a un petit espace, il faut essayer, si on veut vraiment avoir beaucoup plus de culture, il faut vraiment essayer de cultiver sur plusieurs dimensions. C'est ce que tu as fait, toi, notamment en accrochant au mur comment ça s'appelle, des porte-pots, voilà, des porte-pots pour que les plantes puissent soit grimper, soit simplement que tu puisses mettre davantage de pots sur ton balcon. Alors les porte-pots, ça remonte à 2 ans, je crois maintenant. En fait, au départ, j'ai installé des tuteurs. J'adore faire des structures et donc j'ai installé des tuteurs pour faire des structures, pour pouvoir conduire mes plantes, la culture de mes plantes en hauteur. Et puis une fois que j'avais réalisé mes structures, je me suis dit, bon, là maintenant, ce point-là, c'est réglé. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé une solution. Mais est-ce que je ne peux pas optimiser davantage ? Et c'est au moment où je me suis posé cette question que j'ai eu l'idée d'installer, en fait, de me servir de mes persiennes qui sont métalliques, de me servir de mes persiennes pour y installer des porte-pots et donc pouvoir mettre des pots. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment un temps d'observation de son espace qui est précieux en fait. Oui, il y a un temps qui est très précieux parce qu'on peut partir avec un plan, avec une idée de ce qu'on va faire, mais quelquefois entre le plan et la réalité, même sur un petit espace, on se rend compte qu'il y a un décalage.
le plan, même si on le fait, c'est bien, c'est pas du temps de perdu, hein, parce que ça permet déjà de se projeter. Mais après, il faut adapter. Quand on passe je dirais, à la phase d'installation, il faut adapter, en fait, voir l'adéquation du plan avec, entre guillemets, la vraie vie. La faisabilité, Voilà, la notre quotidien. faisabilité, exactement. Et donc là, on peut être amené à revoir les choses et à peut-être procéder différemment ou faire des ajustements. C'est un métier aussi et tu n'es pas architecte de formation. Tu es autrice d'un ouvrage qui est paru aux éditions Ulmer il y a quelques temps maintenant. Oui, en 2021. Un ouvrage absolument passionnant que je vous encourage vraiment à aller lire, chères auditrices et auditeurs, parce que on y apprend beaucoup de choses. Alors moi, à l'époque, je n'avais pas de balcon et je l'ai dévoré quand même. Je le trouve très facile d'accès. Et le jardinage, alors le potager, mais pas que, le jardinage, ça peut être assez impressionnant pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'en faire. L'expression « je n'ai pas la main verte » est encore très très utilisée et populaire, alors que c'est peut-être une fausse croyance. Tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui ont la main verte et d'autres qui ne l'ont pas? Je pense pas vraiment. Quel conseil, toi, est-ce que tu donnerais à un auditeur ou une auditrice qui souhaite se lancer dans un jardinage, on va dire, urbain? Oui, alors déjà la première chose, c'est d'y aller. Parce qu'il arrive que des personnes aient envie de jardiner mais ne franchissent pas le cap. Donc je dirais la première chose, c'est vraiment, si on a envie de jardiner, c'est d'y aller. Ensuite, de garder à l'esprit qu'on fait de son mieux et qu'on expérimente, parce que jardiner, c'est vivant. Et que par définition, le vivant est imprévisible. Donc vraiment partir avec l'idée de faire de son mieux, de ne pas avoir peur de se tromper ou d'échec, parce qu'en fait c'est une très bonne façon d'apprendre. En fait, pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc faut vraiment pas avoir peur de se tromper, parce que quoi qu'il en soit, on en ressortira avec un apprentissage. Et je dirais commencer petit, parce que quelquefois on est un peu ambitieux, trop enthousiaste, et on veut faire plein de choses. Et en fait, vraiment commencer le plus simplement possible, petit, à la hauteur aussi du temps qu'on peut consacrer, parce qu'il faut garder à l'esprit que le jardinage peut demander du temps. Donc voilà, évaluer le temps que l'on peut consacrer et faire en fonction de ce temps-là. Évaluer le temps qu'on peut mettre à disposition de notre jardin, effectivement. Et ce que tu dis sur l'échec est très vrai, je pense, parce qu'on a la crainte finalement que la plante meure ou de n'avoir aucun légume qui pousse, etc. Comment est-ce que toi, tu t'es renseigné? Est-ce que tu as lu des ouvrages? Comment ça t'est venu? Parce que tu as quand même ouvert un compte Instagram qui est très célèbre aujourd'hui. Donc, tu avais quand même une appétence, tu avais envie de partager. Mais est-ce que c'était aussi pour apprendre? Alors, en fait, au départ, non. Au départ, moi, j'ai appris dans les livres, hein, parce que voilà, le sujet m'intéressait, les plantes vertes. Et puis, des plantes vertes, je suis passée à des plantes ornementales et puis des aromatiques. Donc, le sujet m'intéressait et moi, j'ai beaucoup appris dans les livres. Que j'empruntais à la bibliothèque de ma commune. Donc ça a été ma première source d'apprentissage. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui avaient un jardin. Et donc, à chaque fois que j'allais les voir, j'étais dans le jardin. Donc voilà, ça aussi, c'est un des aspects de l'apprentissage. Hein. Quand on a accès à un jardin et qu'on prend le temps d'observer et de faire les choses, on apprend. Et puis, le troisième volet, ça a été des chaînes YouTube, et notamment la chaîne de Damien Decartes, Permaculture, agroécologie, etc. Ça, c'est une chaîne qui m'a énormément nourrie. Donc voilà, je l'ai découverte vraiment beaucoup plus tard, mais ça m'a apporté énormément de choses. Et puis, une autre chaîne YouTube qui est... je sais plus, c'est en Belgique. Le jardin les fraternités ouvrières. Voilà, là aussi c'était vraiment très intéressant. Et après, surtout, j'ai énormément expérimenté, parce que écouter, lire, c'est bien, mais si on n'expérimente pas dans son contexte, bien sûr, il faut mettre en pratique. On ne sait pas bien ce qui marche pas, et en fait, c'est
pour moi, c'est indispensable à l'apprentissage, vraiment d'expérimenter et de ne pas avoir peur de se tromper. Donc voilà, j'ai fait énormément de culture, de plantation, et puis j'observais, j'en tirais des conclusions, je voyais ce qui marchait, en suivant scrupuleusement les recommandations qu'on peut avoir dans les livres de jardinage, mais aussi sans les suivre, hein, parce que je pense qu'il faut aussi apprendre à se détacher des recommandations qui sont faites, c'est pour pouvoir s'adapter en fait à son contexte et à sa météo. Et une fois que tu étais nourrie de ces savoirs, de ces compétences, tu as ouvert ton compte Instagram avec quelle envie? L'envie de partager, de transmettre? Oui, alors en fait, avant même Instagram, parce qu'Instagram, c'est le dernier compte que j'ai ouvert. Mais avant, en fait, en 2015, j'avais ouvert une page Facebook, hein, parce que j'avais simplement l'envie de transmettre. Voilà, moi, j'avais appris des choses. Il y a des choses que j'avais expérimentées. Et j'avais envie de transmettre, mais de transmettre simplement en montrant ce que je faisais, pas de transmettre en disant il faut faire ci, ça, etc. C'était juste partager moi ce que je faisais et je me suis dit en partageant ce que je fais, ça peut peut-être donner envie ou encourager d'autres personnes à faire la même chose. C'est très intéressant ta position en te disant que peut-être en plantant une graine, tu pourrais en entraîner d'autres. Est-ce qu'il y a une part de militantisme? Est-ce que pour toi aussi, jardiner, c'est se réancrer à la nature? Alors c'est une phrase qui peut paraître très bateau, mais qui est en fait c'est nécessaire dans nos vies de citadins de se rapprocher de la nature. Est-ce que en jardinant, tu es devenue plus engagée, plus militante quelque part, ou est-ce que tu avais toujours eu des convictions écolo assez fortes? Alors j'avais déjà des convictions, mais je pense que beaucoup de choses se sont construites au fur et à mesure. Alors déjà parce que j'avance en âge forcément, il y a le contexte environnemental, le contexte politique, etc. Mais je dirais que ça s'est peut-être davantage développé avec le jardinage. En fait, le jardinage a été un petit peu comme un catalyseur, hein, parce que ça m'a permis aussi de prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux, notamment autour de l'alimentation et d'une alimentation, entre guillemets, je dirais, de qualité, disons, la plus naturelle possible. Et oui, jardiner est un acte militant. Un acte militant parce que ça reconnecte à la nature et ça permet de prendre conscience et de mesurer l'importance de la nature. C'est un acte militant aussi parce que je fais énormément de transmissions à destination de tous les publics, hein, et notamment des enfants très jeunes, des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, que j'accueille avec les parents pour des activités de jardinage. Et ça, je trouve ça très important de semer ces graines à cet âge-là. Alors après, peut-être que les enfants ne poursuivront pas dans l'activité, mais je me dis que c'est important qu'ils puissent découvrir cette activité à cet âge-là. Et le militantisme dans le jardinage, il peut aller aussi jusqu'à l'achat des semences et au choix qu'on fait lorsqu'on achète des semences, donc des graines, pour fleurir notre balcon ou pour alimenter notre potager. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi choisir telle ou telle semence, ça peut avoir un impact sur l'écologie et sur le monde qu'on souhaite pour demain? Alors oui, ça a un impact parce qu'aujourd'hui, les semences, enfin la plupart des semences que l'on trouve, sont des semences qui sont produites par des grosses entreprises et qui privilégient en fait des semences F1. À côté de cela, on a des artisans semenciers qui en général sont plutôt petits et qui proposent des semences paysannes, c'est-à-dire des semences qui sont reproductibles à l'identique. Et donc ce qui nous donne la possibilité, nous en tant que jardiniers, de faire nos graines et de gagner, d'accéder à une forme d'autonomie au niveau des semences, puisque les hybrides F1, donc la première génération, on va semer les graines. Alors, si on décide de reproduire les graines et de les ressemer, alors on aura un plan, il n'y a pas de problème sur cet aspect-là, mais par contre, on aura à la deuxième génération des plantes qui donneront des fruits qui seront différents de la première génération, en fait, qui seront pas reproductibles à l'identique. Donc voilà, moi j'encourage le plus possible dans le cadre de mes ateliers de jardinage les jardiniers
à aller vers plutôt les semences paysannes, de manière déjà à avoir accès à un certain nombre de variétés qu'on ne va peut-être pas trouver dans les hybrides. Et ensuite, pour moi, ce qui me semble très important, c'est de pouvoir reproduire les graines, se réapproprier en fait la production de semences que nous, en tant que jardiniers amateurs, on peut faire sans problème en fait. Et après, on peut tout à fait les offrir à des proches ou à d'autres jardiniers. Et ça permet aussi quelquefois, bien souvent, de préserver des variétés, notamment des variétés locales, régionales. Donc pour moi, c'est du patrimoine en fait. Et quelque part, en tant que jardinier amateur, on est responsable de ce patrimoine. Et c'est une façon de le faire perdurer. Et pour les auditeurs et auditrices qui aimeraient justement se procurer des semences paysannes, est-ce que tu recommandes d'aller en jardinerie ? Est-ce qu'on en trouve en jardinerie ou au contraire, vaut-il mieux commander sur Internet par exemple ? Alors on va en trouver plus facilement sur Internet qu'en jardinerie. Après, on peut avoir certaines jardineries qui proposent des semences paysannes. Mais en général, on n'a pas un choix, on va avoir plutôt un choix limité. Mais voilà, au moins, ça a le mérite d'exister. Et après, l'offre la plus grande, on la trouvera sur Internet. Donc directement auprès des artisans semenciers, et Cocopelli, Graines del País, le Biogerme, Germinance, 1000 variétés anciennes, la ferme de Sainte-Marthe. Voilà, dans ces établissements-là, on va trouver des semences paysannes. Et on a quand même de la chance en France d'avoir un certain nombre d'artisans semenciers. Parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc nous, on a quand même cette chance-là et autant les faire travailler. C'est très triste, je trouve, cette standardisation des variétés de tomates, par exemple, qu'on trouve sur le marché et que finalement on fait aussi pousser sur nos balcons. Il existe une multitude de variétés de tomates, de variétés anciennes. Quelles sont, toi, les variétés alors, de tomates ou autres ? Je parle de la tomate parce que c'est très emblématique. Oui. Et qu'on sort à peine de l'été, donc on est encore dans cette ambiance-là. Mais quelles sont, toi, les variétés anciennes que tu as sur ton balcon et que tu affectionnes particulièrement ? Alors, en fait, cette année, j'ai fait un peu un mixte. Cette année, j'avais très envie de cultiver un certain nombre de variétés de tomates indigo. Donc ce sont des tomates qui sont entre guillemets bleues. Donc là, j'ai mis en culture la Sergeant Peppers, la Blue Strex. Donc c'est une variété que j'aime beaucoup, que je cultive déjà depuis plusieurs années. J'ai mis la Dark Galaxy. Après, j'ai mis aussi Antogelb, qui est une variété de tomates cerises indigo. Après, j'ai mis aussi d'autres variétés de tomates, on va dire, un peu plus classiques, hein, pas avec des couleurs extraordinaires comme l'indigo. La variété Kerb, qui est une variété de tomates rouges, côtelées. J'ai mis aussi la variété Cocktail Clémentine, qui est une variété de tomates cerises très productive. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis une variété de tomates à croissance déterminée qui est la Dwarf Gandolf. Donc là, c'est une première pour moi. Qu'est-ce que ça signifie à croissance déterminée ? Croissance déterminée, en fait, dans les tomates, on va avoir deux typologies. Donc des variétés à croissance déterminée, c'est-à-dire que la hauteur de la plante est déjà, on la connaît déjà, elle est déjà définie. Et puis à croissance indéterminée, c'est des plants qui vont pousser indéfiniment, jusqu'à ce qu'on décide, sauf si on décide d'étêter le plant. Mais voilà, c'est des plants qui vont pousser indéfiniment. Donc on a ce distinguo-là, croissance déterminée, croissance indéterminée. Et au sein des tomates à croissance déterminée, on va avoir plusieurs hauteurs de plants. Et on a notamment ce qu'on appelle des tomates micro-naines. Donc souvent, ce sont des tomates cerises qui vont faire 30 cm de hauteur et qu'on peut cultiver dans des balconnières. Donc pratique pour notre sujet du jour. Et alors, qu'est-ce que ça a donné, toutes ces cultures de tomates indigo ? Est-ce que tu as fait des merveilleuses salades très colorées ? Alors oui. L'attrait justement des tomates indigo, c'est quand on met une diversité comme ça de formes ou de couleurs, ça permet effectivement de la retrouver dans l'assiette. Donc oui, j'ai fait des salades avec les tomates indigo. Voilà, mais aussi avec des tomates rouges classiques. Par exemple, j'ai cultivé cette année pour la première fois une variété de tomates cerises
à croissance déterminée qui s'appelle la Maskotka. C'est une variété originaire de Pologne. Vraiment, je l'ai trouvée très, très intéressante et bien adaptée pour les petits espaces parce qu'elle fait 30-35 cm de hauteur et elle est quand même assez productive. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je dirais, pour les citadins qui ont très peu d'espace. Génial, j'indiquerai de toute façon toutes les références dans la barre de description parce que je suis consciente pour les auditeurs et les auditrices qu'il y a un certain jargon que je découvre aussi évidemment beaucoup de noms latins, etc. Donc évidemment que je mettrai tout dans la barre de description. Toi aujourd'hui, donc, tu as ce balcon sur lequel tu passes beaucoup de temps. Tu es aussi membre d'un jardin partagé, on en parlait juste avant d'enregistrer l'épisode. Qu'est-ce que le jardinage t'a apporté ? Est-ce que ça a un côté méditatif ? Est-ce que je sais pas, ça t'apporte du calme, de la sérénité ? Je te pose la question parce que tous les jardiniers avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, et jardinières bien évidemment, ont l'air si passionnés et quelque part apaisés ou plus ancrés. Et j'aimerais vraiment avoir ton point de vue là-dessus, toi qui jardines depuis très longtemps, tout en vivant en ville. Oui, alors en fait, aujourd'hui, moi, le jardinage, c'est ce qui me permet de tenir et de vivre en ville. Je suis quand même dans un environnement très urbanisé. Ça n'a pas toujours été évident. Et en fait, le jardinage contribue à mon équilibre de vie. Ensuite, ça m'apporte beaucoup d'apaisement, beaucoup de quiétude, de tranquillité. Je trouve qu'il y a un côté, et on devrait tous le vivre, un côté pas magique, mais extraordinaire d'être connecté aux végétaux, à la nature de manière générale, aux végétaux, à son environnement, au climat, que la météo est très importante quand on jardine. Et je trouve que ça nous connecte vraiment avec les éléments. C'est une forme d'ancrage en fait. Ça donne envie, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Et justement, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, là, si on se lance un petit challenge pour les auditeurs et auditrices de Basilic et qu'on essaie tous ensemble de planter quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'y prend ? Est-ce qu'il faut qu'on aille dépenser des centaines d'euros pour acheter du matériel ? Est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison ? Comment ça se passe ? Alors je pense qu'on peut déjà regarder ce qu'on a chez soi, mais regarder avec un œil différent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, un objet a un usage. Et quand je dis regarder avec un œil différent, c'est se dire, voilà, cet objet a cet usage-là, mais est-ce qu'il ne peut pas avoir un autre usage ? Et à partir de là, déjà, on va trouver des solutions. Ça va ouvrir déjà un champ des possibles intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut aussi se diriger vers tout ce qui est recyclerie, brocante. On va trouver des choses. Les groupes Facebook aussi, quand on est dans une ville, souvent il y a un groupe Facebook, et bien, il suffit de passer une annonce et de dire voilà, je recherche ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des pots, des choses qui peuvent servir à jardiner, des pots, je ne sais pas, une pelle à main, du matériel, et qui n'en font rien. Donc là, déjà, il y a de quoi faire. Et après, pour démarrer, bien sûr, il faut des contenants. Donc voilà, des contenants. Et puis, il faut du terreau. Il faut du petit matériel quand même de jardinage. Parce que quand on jardine sur un balcon ou une terrasse, on n'a pas besoin d'avoir un matériel particulièrement important ou sophistiqué. Je dirais à minima une pelle à main, peut-être une griffe aussi. Vraiment des petites choses. Après, on peut aussi simplement prendre une cuillère à soupe qui peut servir de pelle à main. On peut prendre une fourchette, ça va permettre de gratter la surface, le terreau sur la surface du pot. Donc voilà, vraiment réfléchir à ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut en faire. Comment détourner l'objet et lui donner un autre usage. Ensuite, je dirais qu'on peut commencer à jardiner à tout moment. Hormis l'hiver, quand il fait très froid, que le sol est, je sais pas, gelé ou détrempé pour ceux qui sont en pleine terre. Mais sinon, on peut commencer à jardiner à tout moment.
Donc là, si l'épisode sort en octobre, il y a encore des choses à faire, hein, selon le lieu où on se trouve, parce qu'il faut toujours prendre en considération son environnement. Pour voir ce qu'on peut faire ou pas, parce qu'on a tous des contextes géographiques différents, des météos différentes. Des expositions Des aussi. expositions différentes. Donc ça, c'est très important de regarder cet aspect-là. Mais par contre, on peut faire plein de choses. Alors, on peut partir de graines, mais aussi on peut partir de plants. À l'automne, il y a quand même un peu moins de plants, parce que c'est surtout au printemps que l'on va avoir une offre en plants très importante, parce que voilà, le printemps, beaucoup de personnes jardinent ou se lancent dans la réalisation d'un potager. Mais à l'automne, selon l'endroit où on se trouve, notamment dans les campagnes, on peut trouver des plants, peut être des plants de poireaux, des plants de choux, des laitues d'hiver. Donc voilà, on peut prendre des plants si on ne se sent pas trop à l'aise pour faire des semis. Autant partir de plans. Faut pas que ça soit compliqué. Il faut faire vraiment en fonction de ce qu'on est en capacité de faire. C'est pas un challenge. Voilà, c'est pas un challenge. Il faut aller à son rythme et faire en fonction de ce qu'on peut faire. C'est pas une obligation de faire ses semis. Donc on peut très bien prendre des plans. Si on a envie de faire ses semis, eh bien on fait ses semis. Donc à l'automne, en octobre. Alors là, je vais parler pour la région parisienne, hein, là où je suis, mais moi je sème des petits pois. Je sème des fèves parce qu'en général ça passe l'hiver parce qu'on n'a pas des hivers rigoureux, d'autant plus que je suis en ville, donc là on a une forme de microclimat parce que j'ai quand même quelques degrés de plus, donc petits pois, fèves. On peut aussi semer encore certaines moutardes asiatiques, de la roquette, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore. Je mettrai là encore tout dans la barre de description et j'essaierai aussi de faire un petit post récapitulatif sur le site ou sur Instagram pour qu'on puisse avoir accès à toutes ces informations précieuses que tu nous délivres gentiment. Aujourd'hui, on le disait, toi tu as une activité en parallèle de cette passion pour le jardinage. Est-ce que ça t'est arrivé d'envisager de te reconvertir pour devenir jardinière par exemple ? Pourquoi pas ? Disons que pour l'instant, j'ai un équilibre qui me convient. C'est-à-dire que j'ai une activité salariée, je suis à 80%. Et puis, j'ai une activité associative aussi, parce que j'ai créé une association en 2018 pour transmettre. Parce qu'en fait, avant, je transmettais, mais je n'avais pas de cadre, cadre juridique, cadre légal. Et donc, du coup, j'ai créé une association pour pouvoir transmettre. Enfin, de manière officielle. Donc aujourd'hui, j'anime beaucoup d'ateliers. Je fais un certain nombre d'interventions, notamment pour des collectivités. Et l'équilibre me va très bien. Peut-être qu'un jour, le jardinage prendra le dessus ou la transmission prendra le dessus. Mais aujourd'hui, l'équilibre me convient. Et tu as réussi à faire de très belles rencontres dans ce milieu. Est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont particulièrement marqué, des séjours que tu aurais pu faire aussi, où vraiment tu as mutualisé à la fois l'apprentissage, l'expérience, la découverte ? Oui, alors un lieu que j'ai visité et que j'aime beaucoup, c'est la ferme du Bec et Loin. Mais bon, là, je pense que... de Perrine et Charles. Hervé Gruyé. Donc bon, je pense que pour les personnes qui connaissent la ferme ou qui ont vu des reportages sur la ferme du Bec et Loin, voilà, c'est assez parlant. Difficile de contester. Voilà. Après, oui, j'ai découvert aussi un lieu en Italie, un ami qui s'est reconverti et qui a créé un lieu d'accueil et de transmission aussi, donc qui a été fait en prenant en considération donc l'éthique et les principes de la permaculture. Donc il y a ce lieu-là qui est assez inspirant en Italie, Il Rifugio Seremus. Et après, oui, il y a un jardin que je n'ai pas encore visité, mais que j'adorerais visiter, c'est celui de Joseph Chauffret. Mais voilà, on se connaît avec Joseph et il faut simplement que l'on prenne rendez-vous. Mais j'adorerais visiter en fait le jardin de Joseph Chauffret, qui est pour moi une source d'inspiration, parce que c'est aussi un citadin qui
qui cultive. Alors bon, lui là, c'est pas un balcon, hein, c'est vraiment, il est dans une maison de ville. Il a un petit jardin, mais c'est quand même un petit espace qu'il a énormément optimisé. Donc ça m'intéresse beaucoup. Oui, ça te plaît beaucoup Oui, cette ça me histoire plaît beaucoup. d'optimisation Oui, et de vraiment. comment faire Ah avec oui, son oui, environnement, oui, son oui. espace. Oui, en fait, je passe mon temps en fait à réfléchir à ça à chaque fois. C'est comment je fais, comment j'optimise, comment je fais au mieux en fait. Toujours, toujours, toujours. C'est presque devenu en fait une seconde nature à tel point que récemment j'ai visité un jardin et j'étais surprise que dans ce jardin il n'y ait pas de culture en hauteur, hein, que cette dimension-là ne soit pas prise en compte. Ça m'a interloquée en fait. Mais en même temps, et c'est ce que j'aime avec ton compte Instagram et avec ton ouvrage aussi, c'est que tu laisses la possibilité à tout le monde de jardiner. Tu es la preuve, en tout cas ton balcon est vraiment la preuve qu'on peut faire avec un petit espace. Alors toi, tu as la chance d'avoir un balcon, mais ça peut être un rebord de fenêtre. Mais je trouve que ça a quelque chose de très réconfortant et qui permet aussi de ne pas générer une frustration, de se dire mais moi, j'ai pas cet espace-là. Et donc, je suis privée de ça, même s'il existe toujours des jardins partagés auprès desquels on peut se diriger. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée que le jardinage, finalement, c'est pour tous et pour toutes. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu véhicules. Oui, en fait, ça me tient à cœur parce que, eh bien, déjà, nous sommes nombreux en ville. Même si un certain nombre de municipalités font des efforts pour créer des jardins partagés, malgré tout, le nombre de jardins partagés reste faible par rapport à la demande. Donc c'est évident que tout le monde n'aura pas accès à un jardin partagé. Donc après, qu'est-ce qu'il reste comme alternative ? Eh bien, rebord de fenêtre, balcon quand on en a un, mais effectivement, tout le monde n'a pas un balcon. Donc c'est pour ça aussi que je partage aussi ce que je fais sur un rebord de fenêtre et la manière dont je l'ai optimisé pour montrer que voilà, même sur un rebord de fenêtre, on peut vraiment optimiser au maximum et réussir à faire des cultures. Et c'est ce qui ressort aussi de ton ouvrage, où à plusieurs reprises tu dis essayez de faire avec ce que vous avez. Là, tu nous dis qu'on peut utiliser une fourchette et une cuillère à soupe. C'est aussi ce que tu dis dans ton livre, et c'est vrai. Et en fait, moi, j'aime cette idée que le jardinage ne soit pas réservé à une certaine partie de la population qui a la possibilité d'avoir un jardin. Et d'autant plus que la résidence pavillonnaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'un point de vue écologique, c'est pas forcément l'habitat le plus sensé. Et de toute façon, on est de plus en plus nombreux à être citadins. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime cette idée que tu véhicules ces valeurs-là du jardin pour tous. Parce que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que le jardinage, c'est un fort marqueur social aujourd'hui. Oui, et en fait, pour moi, c'est important de montrer que c'est possible, que tout est possible. Alors après, bien évidemment, ça ne sera pas comme, j'imagine, celui qui a une grande terrasse, celui qui a une terrasse de 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés. Bon, voilà, il a un espace pour peut-être mettre davantage de pots, etc. Mais ce que je veux surtout montrer, c'est que quel que soit l'espace que l'on a, on peut faire quelque chose. Même si on est limité par la surface, on peut quand même faire quelque chose. Et ça, pour moi, c'est important parce que je me rends compte en fait que beaucoup de personnes n'imaginent pas que c'est possible. Et d'où l'importance de montrer en fait que, eh bien, si, on peut. Et c'est ce que tu montres dans tes ateliers aussi. Oui, aussi, oui. Merci beaucoup Valérie, c'est vraiment passionnant. J'aurais aimé qu'on termine cet épisode parce que c'est déjà la fin malheureusement, avec quelques recommandations. Alors pas forcément des lectures jardinage, ça peut être autre chose aussi. Mais voilà, des choses qui t'ont plu pour que les auditeurs qui viennent de te découvrir puissent plonger un peu plus dans ton univers. Alors, je vais commencer avec une première recommandation qui n'a rien à voir avec le jardinage. C'est le merveilleux film de Justine Triet, La Palme d'Or 2023, Anatomie d'une chute, que j'ai vraiment adoré. Là, je vous recommande de voir ce film. J'ai quelques ouvrages que j'ai lus. Il y a le livre de... Alors, c'est pas forcément pour jardiniers débutants, hein, mais c'est vraiment un très très beau livre. En fait, ça s'adresse aux jardiniers et aux maraîchers. Donc c'est pour donner un petit peu une idée. Donc le livre de Perrine et Charles-Hervé Gruyé, Vivre avec la terre,
qui est vraiment un ouvrage fantastique. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi, donc là je vais rester sur un livre de Charles-Hervé Gruyé, Se nourrir de son jardin. C'est un livre qui est paru aux éditions Ulmer et qui est très intéressant. Moi je l'ouvre régulièrement. Et après, donc au niveau recommandations, jardinage, il y a aussi la chaîne YouTube de Xavier Mathias, maraîcher. Voilà, mais aussi, je sais qu'il a animé un certain nombre de formations. Donc c'est vraiment une chaîne très intéressante sur laquelle il partage beaucoup de choses. Et la chaîne aussi de Damien Decartes, moi que je continue à regarder aujourd'hui parce que c'est vraiment une très très grande source d'inspiration. Parfait. Merci infiniment Valérie d'avoir répondu présente. Ça fait très longtemps que je suis ton travail, donc je suis très très heureuse que tu aies pu passer au micro. Pour la petite anecdote, on enregistre cet épisode le 13 septembre 2023 et il y a 6 ans, j'enregistrais le tout premier épisode de Basilic. Donc je suis très contente de fêter ce petit anniversaire avec toi. À très bientôt. À bientôt Jeanne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.